Et les grands sujets du matin, le RSA, McKinsey, le Covid, on fait le point ce matin avec Maude Bréjon. Bonjour. Bonjour. Ingénieur en nucléaire, conseiller municipal à Levallois et porte-parole de La République En Marche. Bonjour Maude Bréjon, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors revenons d'abord sur cette réforme du RSA, parce que c'est l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est de demander aux bénéficiaires du RSA de travailler 15 à 20 heures par semaine en échange de leur allocation. En quoi cette mesure, elle peut permettre finalement de les aider à retrouver un emploi ? Alors, l'idée, c'est d'adjoindre une activité, effectivement, au versement du RSA. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait parce qu'aujourd'hui, le système du RSA ne fonctionne pas. Après 7 ans d'allocation, il y a seulement un tiers des bénéficiaires qui ont renoué, qui sont réinsérés sur le marché de l'emploi. Et donc, ça montre bien que l'aide monétaire, qui est absolument nécessaire et qui continuera, elle n'est pas suffisante. Donc, il y a besoin de faire quoi ? Il y a besoin de lever les freins à l'emploi. Parce qu'en fait, on est sur des populations qui sont souvent des chômeurs de longue durée, qui soit ne retrouvent pas d'emploi dans la durée, soit le retrouvent, mais de façon très séquencé parce que ça ne prend pas, si je puis le dire ainsi. Et donc, il faut travailler avec eux. Comment est-ce qu'on fait un CV ? Comment est-ce qu'on prépare un entretien d'embauche ? Comment faire des immersions, par exemple, dans le monde de l'entreprise pour permettre. Donc ça va être quoi ? Ça va être des ateliers, des stages, c'est quoi ? Pour permettre de renouer de façon pérenne avec l'emploi. Et je crois qu'on leur doit ça. Au fond, le président de la République parlait de dignité. Je pense que c'est bien le mot. Il faut une aide monétaire et il faut également un dispositif de réinsertion qui soit solide. Et donc, dans activité, ça peut être du travail, si la personne y est prête, évidemment ça s'adaptera au parcours individuel de chacun. Ça peut être aussi, je le disais, apprendre à faire un CV, ce travail de réinsertion, des immersions dans l'entreprise pour savoir aussi vers quoi on a envie d'aller. Donc c'est vraiment l'objectif d'accompagner cette aide financière par un réel dispositif d'insertion. Alors vous avez parlé notamment de travail. Est-ce que certaines entreprises ne risquent-elles pas, Maude Bréjon, d'être tentées d'utiliser ces jobs comme forme de temps partiel déguisé à 7 euros de l'heure si on parle de 20 heures par semaine par exemple ? Vous savez, tout ça sera bien évidemment encadré, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc ce sera c'est un risque qui existe en tout cas. Dans des dispositifs. Et puis, ce sera des parcours individualisés. C'est-à-dire que ce ne sera pas un parcours générique, le même pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend. Les freins à l'emploi ne sont pas les mêmes d'un bénéficiaire à un autre. Et donc, on adaptera tout ça en fonction des besoins des gens. Pour les personnes qui sont au RSA et au chômage, est-ce qu'elles, finalement, avec ces activités, elles disparaîtront des chiffres du chômage ou pas ? Est-ce que vous le savez déjà ou pas ? Alors, je ne pense pas qu'elles disparaissent des chiffres du chômage, mais là, on est sur une question technique sur laquelle je ne suis pas en mesure de vous répondre. Maude Bréjon, venons-en maintenant à l'affaire McKinsey. La commission d'enquête du Sénat a révélé, donc, pour le rappeler, que le cabinet de conseil ne paye pas d'impôts en France depuis 10 ans, impôts sur les sociétés, alors qu'il réalise quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur notre sol, sur notre territoire. Hier, Gabriel Attal expliquait que c'était faux, car McKinsey paye donc la TVA. Est-ce que cela dispense le cabinet de payer l'impôt sur les sociétés ? Alors, McKinsey, et c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, paiera, comme l'ensemble des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, ce qu'ils doivent à la France. Et donc là-dessus, le ministre de l'économie et des finances a été extrêmement clair. Maintenant, je voudrais peut-être revenir rapidement sur une chose pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est tout à fait normal, courant, si je puis dire, pour un État de faire appel à des cabinets de conseil. L'immense majorité... Ça n'a jamais été autant le cas, en tout cas. L'immense majorité, je vais y revenir, des États en Europe le font, les régions le font, les collectivités, les villes le font. Et effectivement, il y a eu un recours plus important, notamment en 2021, à un cabinet de conseil, à des cabinets de conseil. Mais qu'est-ce qu'on a fait en 2021 ? On a vacciné plus de 50 millions de personnes en quelques semaines, quelques mois. Et donc, quand on doit être, quand on doit être rapide, quand on doit être à ce point agile, je pense que c'est normal de pouvoir adjoindre aux compétences de l'État, aux fonctionnaires de l'État qui ont fait et qui continuent à faire un travail remarquable, un appui supplémentaire parce qu'on est en situation exceptionnelle. L'année dernière, nos confrères du Monde déjà parlaient de McKinsey. Ils révélaient qu'en 2016, une vingtaine de consultants de ce cabinet avaient rédigé une partie du programme d'Emmanuel Macron. Depuis son élection, d'Emmanuel Macron, l'ancien patron des Jeunes avec Macron, a rejoint le cabinet de conseil. Éric Labaye, le patron McKinsey, a lui été nommé par Emmanuel Macron président de Polytechnique. Est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger cette forme peut-être d'entre-soi ?
Écoutez, moi, je sais pas à moi de porter des jugements sur le ressenti ou les sentiments que peuvent avoir les gens. Je suis là pour y répondre, pour dire que les choses sont extrêmement claires, ont été gérées de façon parfaitement transparente par Emmanuel Macron. Et s'il est interrogé, comme il l'a déjà été d'ailleurs, notamment, je crois, par vos confrères lors de la conférence de presse qu'il a tenue il y a une semaine, il répondra encore une fois pour faire toute la clarté sur cette affaire et apporter les réponses que les femmes et les hommes attendent. Un dernier mot sur cette affaire, les entités françaises de McKinsey qui versent de l'argent, on parle de ces prix de transfert à la société mère qui, elle, est basée dans le Delaware, qui est un paradis fiscal. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est moral dans ces conditions que l'État français lui attribue des marchés? Mais encore une fois, il y a une enquête là-dessus qui a été initiée par la DGFiP et donc Bruno Le Maire le disait, toutes les entreprises qui font de l'optimisation fiscale paieront ce qu'elles doivent à la France. Plus généralement, sur la question de l'optimisation fiscale, le verrou de Bercy, c'est bien ce gouvernement qui l'a fait sauter, si je puis le dire comme ça. On a créé une police fiscale, il n'y a jamais eu autant de redressement que depuis le 2017 parce qu'il y a eu une attention très particulière justement sur la fraude fiscale, sur l'optimisation fiscale. Donc n'ayez aucun doute. Du coup, Bercy devait savoir qu'il ne payait pas d'impôts depuis 10 ans, impôts sur les sociétés. L'État fait bien son travail là-dessus. Pour preuve, la DGFiP s'en est saisie et donc une enquête est en cours. C'est ensuite pas à moi de dire ce qui adviendra de cette enquête qui, par définition, est en cours. Autre sujet dans l'actualité, Maud Bréjon, c'est la reprise du Covid. Pas loin de 150 000 contaminations quotidiennes. Le président l'a dit, il n'exclut pas de réintroduire le port du masque obligatoire en intérieur si les choses doivent se dégrader. Qu'en est-il du pass vaccinal? Est-ce qu'il pourra lui aussi faire son retour éventuellement? Alors, je crois que si la crise du Covid nous a appris une chose, c'est qu'en tout cas, sur ce domaine-là, il faut jamais dire jamais. Moi, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que la première priorité d'Emmanuel Macron, et ça le restera, c'est de protéger les Français, en prenant des mesures qui soient proportionné en fonction d'une situation sanitaire qui évolue et qu'on n'a pas toujours pu anticiper, c'est bien normal. Donc pour le moment, on n'en est évidemment pas là et on ne souhaite pas y revenir. C'est de l'ordre du dernier recours. Les mesures proportionnées seront encore une fois prises pour protéger les Français. Ouais, néanmoins, alors on a certains auditeurs sur Sud Radio qui se posent la question aussi sur le choix d'un terme et qui a toute son importance. On parle de levée actuelle du pass sanitaire et non pas de suppression du pass sanitaire. S'il est élu, Emmanuel Macron, est-ce qu'il va l'introduire finalement dans le droit commun, ce pass vaccinal, ou est-ce qu'il va être supprimé au bout d'un moment? Non, aujourd'hui, il n'est absolument pas question d'introduire le pass vaccinal dans le droit commun. En revanche, on voit, et vous l'avez rappelé, que l'épidémie n'est pas terminée. Donc d'une part, j'en profite pour inviter chacune et chacun à continuer à faire attention, et notamment auprès des personnes fragiles, quand bien même je sais que les Françaises et les Français ont été extrêmement responsables depuis le début de cette crise. Ce pass vaccinal, pour le moment, est gardé en option, si je puis dire, le temps que la crise, que l'épidémie perdure encore. Mais encore une fois, on est dans une démarche de proportion, de graduation en fonction de la situation. Et donc, tant qu'il n'est pas nécessaire de le remettre en place, il ne sera pas remis en place. Maud Bréjon, ingénieure en nucléaire, conseillère municipale à Levallois, porte-parole de La République En Marche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.